Que signifie pour vous le mot vacances? Quel rêve évoque-t-il? L'arrêt complet du travail. Pour moi, c'est une évasion, quelque chose qui rompt avec la monotonie. Nous partons en Espagne, comme d'habitude. Enfin, les vacances avec un grand V, comme on les voit habituellement, quoi. Le touriste veut tout voir, tout savoir. Ça ne nous aura pas échappé, nous n'avons jamais autant voyagé. Et il est de taille, le tourisme est à lui seul responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Nous montrons ce que tous les étrangers s'attendent à voir. Des riverains excédés, des visiteurs mécontents et des écosystèmes de plus en plus fragilisés. On entend parler de tourisme durable, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce tourisme-là, c'est pas drôle, c'est contraignant, faut aller à l'autre bout du monde, c'est cher, on s'ennuie. Avec les toilettes sèches à 300 mètres et un filet d'eau sous la douche, non merci. Comment sauver nos vacances sans ruiner la planète? Vous êtes-vous déjà demandé si les contenus que vous regardiez sur les réseaux sociaux pouvaient avoir une quelconque influence sur vos choix de voyage? Vous ne l'avez peut-être pas conscientisé, mais il est fort probable que ce soit le cas. Je reçois aujourd'hui 2 spécialistes du tourisme et du numérique, Julia Luxac-Rougeau, qui est rédactrice en chef du média spécialiste du tourisme numérique Tom Travel, et Cyril Blanchet, doctorant en sciences de l'information et de la communication et responsable des programmes au sein de l'école du tourisme IUFT. Dans cet épisode, nous nous questionnons sur l'impact des réseaux sociaux sur nos choix de destination et explorons la tendance des dupe destinations, des alternatives qui se veulent plus écologiques et moins onéreuses qu'une destination originale. Plus besoin d'aller au Canada quand on peut avoir les mêmes paysages dans les Vosges, mais les plages corses peuvent-elles rivaliser avec celles des Maldives? Les réseaux sociaux sont-ils d'ailleurs aussi néfastes pour le tourisme que ce qu'on peut nous faire croire? En bref, quel est réellement leur rôle au sein de l'industrie touristique? Voici globalement les questions que je leur ai posées aujourd'hui pour qu'ils nous aident à mieux comprendre les réseaux sociaux et comment les utiliser en tant que voyageurs ou professionnels du secteur. Bonne écoute! Cyril, Julia, bonjour, bienvenue sur le verre à moitié plein. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vous ai brièvement présenté en introduction, mais peut-être quand même vous pourriez vous présenter rapidement qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et quel est votre lien avec la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Oui, donc merci déjà de l'invitation dans ce podcast. Donc moi je suis Julia Luxac-Rougeau, je suis rédactrice en chef de Tom.Travel, qui est un site d'information en ligne spécialisé dans l'innovation, dans la transformation du tourisme. Et je travaille dans le tourisme et le monde de la tech depuis près de 10 ans. Et pendant toutes ces années, j'ai pu observer toutes les évolutions, toutes les tendances dans le secteur du tourisme. Et ça m'a permis d'ailleurs de coécrire le dictionnaire tourisme et numérique avec Cyril. Donc un livre qui s'adresse à tous les professionnels et étudiants du tourisme et qui vient définir environ 100 termes issus du monde technologique et touristique. Des mots comme tourisme spatial, big data, ciné-tourisme, réalité virtuelle, NFT, intelligence artificielle. Et dans ce livre, pour chacun des mots, on revient en fait sur des cas d'application concrets dans le secteur du tourisme. Et pour ma part, Cyril Blanchet, moi j'ai construit mon parcours professionnel autour du tourisme et de la pédagogie. D'abord plutôt dans l'enseignement et rapidement dans la conception de parcours de formation. Donc j'ai travaillé en université et en école, dont l'IUFT où je suis aujourd'hui responsable des programmes. Et donc en parallèle, je suis spécialisé dans le numérique à travers un travail de recherche en sciences de l'information et de la communication, un doctorat où je questionnais les concepts de smart tourisme et de smart destination. Et pendant ce doctorat, j'écrivais régulièrement pour Tom Travel des chroniques en lien avec les évolutions numériques pour essayer de questionner un petit peu ces transformations qu'elles peuvent impliquer et évidemment le secteur du tourisme. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de l'influence des réseaux sociaux, du numérique, mais surtout des réseaux sociaux sur nos choix de vacances, nos habitudes de voyage, nos pratiques de voyage. On va faire aussi un focus sur une tendance, celle des dupe destinations. Donc je tiens à préciser pour nos auditeurs qu'on ne va pas aborder spécifiquement la question des influenceurs parce que c'est un sujet qu'on a déjà traité sur d'autres podcasts. Je pourrais vous les mettre dans la description. Donc comme ça, on va rester sur les réseaux sociaux. Donc déjà, pour commencer, ma première question, c'était pourquoi est-ce qu'on peut s'intéresser, pourquoi est-ce qu'il est pertinent de s'intéresser au lien entre les réseaux sociaux et le tourisme. Globalement, quelles sont les influences qu'on peut attribuer aux réseaux sociaux sur le secteur du voyage?
On peut peut-être commencer sur effectivement une généralité aujourd'hui dans la manière dont on construit le tourisme, ou en tout cas dans la manière dont les pratiques touristiques se construisent, parce qu'il me semble que c'est vers ça que l'on tend. Si on regarde historiquement, en fait, si on reprend les propos de Marc Boyer, qui est un historien du tourisme, il observait bien que les pratiques touristiques se construisaient par reproduction de classes sociales généralement assez proches des nôtres. Mais évidemment des classes sociales plutôt qui sont bien dotées d'un point de vue économique. Et donc aujourd'hui, ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est que ça permet, de prendre connaissance de pratiques touristiques d'une autre classe sociale, sauf que ça réduit cette distance. Là où avant, il fallait pouvoir la côtoyer, aujourd'hui, elle est directement accessible sur les réseaux sociaux. On comprend la manière dont certains voyageurs vont pratiquer leurs activités de loisirs. Cependant, c'est que on se rend compte que, et Marc Boyer le rappelle bien, que ce mimétisme-là, il a des freins, parce qu'il a des freins évidemment économiques, et qu'aujourd'hui, les personnes qui vont pouvoir suivre des voyageurs sur des réseaux sociaux avec des pratiques touristiques particulières peuvent aussi être amenés à un sentiment de frustration, parce que de toute façon, ils ne pourront pas reproduire ces vacances-là. Donc oui, les réseaux sociaux aujourd'hui permettent d'accélérer ce mimétisme social. Ça permet aussi de prendre connaissance d'autres pratiques touristiques. Donc mais en soi, rien de nouveau sur la construction d'un point de vue développement de nouvelles pratiques touristiques. C'est l'évolution naturelle du tourisme. Voilà, sauf qu'il y a une accélération aujourd'hui et que la distance elle est réduite, et donc ça peut créer encore plus de frustration parce que les autres pratiques sont visibles. Est-ce que on va observer une tendance parmi les générations les plus jeunes pour opter pour des destinations similaires en raison de certains codes qu'on peut apercevoir sur les réseaux sociaux, ou en raison de certains contenus qui deviennent viraux? Il faut comprendre que les réseaux sociaux, finalement, ça s'inscrit dans une stratégie de promotion touristique. Donc, quand on dit finalement que la dimension instagrammable d'une destination est prise en compte, c'est aussi parce que la promotion de cette destination est bien faite. On voit bien qu'effectivement, il y a un territoire qui a fait le choix de valoriser cette destination. Et ensuite, il y a un outil qui a été pris, les réseaux sociaux, pour pouvoir le valoriser. Donc en fait, aujourd'hui, on questionne bien les choix d'une destination, de valoriser des territoires, et plus uniquement le résultat d'une dynamique qu'on ne maîtriserait pas sur des réseaux sociaux. Il y a une partie où c'est du marketing, de la communication pure. Et après, il y a peut-être, je sais pas, des modes, des contenus. On va retrouver plus une destination qu'une autre. Effectivement, on peut se questionner aujourd'hui, est-ce qu'on tend vers une uniformisation des destinations? Dans le sens où simplement une dizaine, une quinzaine de destinations majeures seraient visibles sur les réseaux sociaux. Et donc, ça encouragerait les voyageurs, notamment les jeunes générations, à se diriger uniquement sur ces territoires. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que dans les pratiques des acteurs touristiques, aujourd'hui, on ne valorise plus uniquement le territoire, la destination, mais on vient valoriser l'expérience, la pratique touristique en elle-même. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas uniquement d'aller voir un site culturel ou un fait culturel, mais c'est vraiment de vivre une expérience sur place, que ce soit la randonnée, que ce soit le cheval, que ce soit le vélo, peu importe. Mais en tout cas, on questionne cette pratique touristique. C'est pas uniquement voir le site, mais c'est de vivre l'expérience sur le site potentiellement. Donc uniformisation des destinations, sans doute, et de la même manière, ça l'a toujours été d'un point de vue marketing auprès des tours opérateurs. Par contre, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est plutôt de questionner les pratiques, et si on tend vers une uniformisation des pratiques plutôt que des lieux, là ça peut devenir aussi intéressant pour les acteurs du tourisme et pour les territoires aussi. On peut s'interroger sur ce que ça veut dire instagrammable. Est-ce que ça veut dire attractif finalement? Est-ce qu'une destination instagrammable n'est pas tout simplement une destination attractive avec des beaux paysages, des choses à faire, des choses qu'on a envie de montrer via les réseaux sociaux? J'ai l'impression que c'est quand même très lié. Et c'est aussi lié, je pense, à la notion de prix, en tout cas en Europe. Je pense pas qu'aujourd'hui, notamment les jeunes générations, se rendent seulement dans une destination parce qu'elle est instagrammable. Si ça coûte très cher, ils vont préférer peut-être une autre destination. Et il y a des destinations comme l'Islande, l'Australie, la Nouvelle-Zélande qui sont magnifiques, qui ont un potentiel instagrammable. Et pourtant, on voit bien qu'il y a beaucoup moins de jeunes qui vont peut-être se rendre dans ces destinations-là. Donc, c'est pour ça que quand on dit instagrammable, encore une fois, ça s'inscrit dans l'attractivité peut-être touristique d'une destination, et que finalement, toute destination touristique
et potentiellement Instagrammable. Finalement aussi, les réseaux sociaux peuvent aider ici, on parle pas mal de tourisme durable sur le podcast, donc on parle de tourisme de masse, mais il y a aussi, on va dire, le sous-tourisme. Ça peut aider des destinations qui peinent à attirer des touristes, qui peinent à devenir attractives et qui là peuvent, par un nouveau storytelling, une nouvelle manière de création de nouveaux imaginaires autour de leur territoire, attirer du monde. Totalement, il faut quand même être d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, toutes les destinations ne sont pas dotées de la même manière. C'est une réalité. Donc après, à voir comment chaque territoire, lui, peut valoriser son patrimoine culturel, son patrimoine historique, son patrimoine naturel. Et si celui-ci est un peu plus pauvre qu'une autre, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant, mais ça veut dire qu'il va être en concurrence directement avec d'autres destinations mieux dotées. Donc il faut qu'il trouve le moyen de se réinventer, il faut qu'il trouve le moyen de réinventer des récits, vous l'avez très bien dit, de recréer des imaginaires et potentiellement d'aller créer des nouvelles expériences, comme celle du slow tourisme que vous partagiez également. Donc oui, effectivement, il y a un gros travail aujourd'hui de réinvention de ces pratiques touristiques, de réinvention de cet imaginaire pour essayer de donner des cartes à peu près similaires à toutes les destinations touristiques et pour correspondre à toutes les cibles aussi potentielles. Oui, parce qu'on parle de sous-tourisme, mais même au sein même d'une destination qui peut être très touristique, il y a aujourd'hui des acteurs qui veulent justement peut-être moins mettre en valeur, on va dire, l'attraction principale pour justement lisser les flux vers d'autres endroits, vers d'autres territoires, ou en tout cas d'autres lieux attractifs de la destination. Il y a ce qu'on a appelé le démarketing, qu'on a vu venir aussi, qu'on a vu émerger ces dernières années, qui consiste finalement à faire taire, en tout cas à ne pas mettre en avant une destination, enfin une attraction en particulier pour mettre en avant d'autres un peu moins connus. Ça, c'est vrai que ça a émergé pas mal sur les réseaux sociaux ces dernières années. On l'a vu avec les Calanques, on l'a vu avec plusieurs destinations. J'ai aussi interviewé le community manager des Landes récemment, qui eux ont une stratégie assez intéressante sur les réseaux sociaux, puisque eux, ils viennent carrément... Finalement, quand l'été, il va y avoir un lieu qui sera très touristique, et ben ils vont pas faire la promotion de ce lieu l'été. Ils vont, par exemple, l'été, venir partager des messages de prévention, etc., sur les plages, etc. Et faire plutôt la promotion par exemple, du littoral l'hiver. Pour venir vraiment, en fait, un peu changer les paradigmes en fonction des saisons. Et voilà, et mettre en avant les ailes de saison, etc. Ça émerge pas mal, je trouve, du côté des acteurs institutionnels sur les réseaux sociaux. C'est en tout cas un nouveau comportement de la part des acteurs et qui est louable, je trouve. On entend souvent parler des réseaux sociaux comme une menace pour le tourisme de masse. Finalement, ouais, c'est à nuancer. Effectivement, déjà, cette notion de surtourisme, elle est déjà beaucoup questionnée. Lorsqu'on parle à différents consultants ou différents chercheurs, certains commencent à être très agacés par rapport à l'utilisation de ce terme. Effectivement, aujourd'hui, des territoires qui seraient en situation de surtourisme sont soit très à la marge, soit il faut essayer de définir sur quels indicateurs on parle de surtourisme. On suppose une fréquentation excessive qui aurait un impact sur l'espace naturel de ce lieu. Néanmoins, si on réduit les réseaux sociaux uniquement à ces quelques dérives, sans doute à la marge en tout cas, c'est dommage parce qu'on oublie que les réseaux sociaux sont un outil qui permet de partager notamment des valeurs, qui permettent de valoriser des lieux, qui permettent de présenter d'autres pratiques touristiques. Et là, c'est dommage parce qu'on le voit, les réseaux sociaux sont un très bel outil aujourd'hui de communication. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, dans les réseaux sociaux, il y a des actions de renoncement qui existent. C'est-à-dire qu'on peut faire le choix de valoriser une destination seulement en hiver, seulement en été, seulement quelques lieux. Je prends l'exemple des grands sites de France qui avaient travaillé avec différents influenceurs aussi et qui souhaitaient valoriser d'autres espaces touristiques un peu moins connus. Donc il y a vraiment cette possibilité-là de présenter des lieux qui n'étaient pas visibles aujourd'hui. Et les réseaux sociaux ont bien cette dimension-là, valoriser des lieux qui n'étaient pas visibles, valoriser des pratiques qui n'existaient pas. Donc si on oublie, si on met de côté les impacts négatifs potentiels qui sont à la marge, il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même vecteurs d'une pratique qui, elle, peut être partagée par les acteurs directement, donc avec, on suppose, une sensibilisation qui est intéressante. J'ai l'impression que les réseaux sociaux nous permettent quand même une grande créativité pour repenser la manière dont on peut communiquer, avec l'exemple des grands sites de France, l'exemple du community management des Landes. C'est des choses qui sont assez nouvelles et c'est un grand espace de liberté, on dirait quand même.
Disons que ça vient démocratiser, encore une fois. En fait, c'est seulement de la communication, c'est du marketing. Et on en parlait de ça, de mettre en avant, par exemple, des lieux très touristiques, plutôt l'hiver, d'inverser un peu les saisons. Moi, rien que dans le métro, là en ce moment dans le métro parisien il y a plein de pubs pour venez à Marseille cet hiver ou venez au Mont-Saint-Michel cet hiver, et ça finalement ça peut être dans le métro, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut prendre plusieurs supports, mais je suis d'accord, en tout cas les réseaux sociaux permettent plus de créativité, peut-être toucher plus de monde forcément, et puis on a la vidéo, on peut avoir un ton différent, c'est sûr, mais finalement voilà, c'est que le reflet d'une communication qui a pu déjà exister avant, mais c'est un vecteur en tout cas qui multiplie en effet la puissance de la communication. Je vois aussi dans le domaine de la culture que TikTok, Instagram sont beaucoup utilisés pour ramener les jeunes dans les musées, dans des sites culturels. Oui. Ça dévieillit un peu L'avantage des réseaux sociaux, c'est que ça permet d'aller chercher des cibles de manière beaucoup plus précise. Là où sur les métros, on va être sur les usagers du métro parisien de manière générale. Évidemment, sur les réseaux sociaux, on va pouvoir cibler de manière plus fine les personnes que l'on va chercher et ensuite construire des communautés d'intérêt. C'était quand même l'intérêt principal des réseaux sociaux, créer une communauté d'intérêt. Donc là, c'est intéressant parce que ça veut dire que potentiellement, on va parler directement à des personnes qui ont une volonté ou une vision qui est commune du secteur du tourisme, ou en tout cas qui pourrait être à l'écoute du message que l'on pourrait transmettre. Je vous propose maintenant qu'on fasse un focus sur... J'ai l'impression qu'on a un peu évoqué le sujet depuis tout à l'heure. Quand c'était Julia, vous parliez du fait de pousser à aller vers une autre destination ou de pousser à voyager à une autre période. Donc qu'on fasse un focus donc, sur une tendance dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, les dupe destinations. Globalement, déjà, est-ce que vous pourriez nous la définir assez simplement ? Dupe destination, le mot dupe en fait c'est inspiré du monde de la beauté, des cosmétiques. Les dupes, souvent ça va être la version un peu plus cheap d'une grande marque, n'importe quelle marque en cosmétique, et ça veut dire qu'en gros on a le même résultat pour moins cher. Voilà, ça c'est en tout cas c'est un peu de là dont vient le terme. Et dans le voyage, on garde ce côté peut-être un peu moins cher, sauf qu'il y a une dimension peut-être un peu plus durable, ou pas forcément, mais en tout cas l'idée que finalement pourquoi aller aussi loin, pourquoi aller au Canada quand finalement on a de magnifiques forêts en France qui donnent l'impression justement d'être au Canada parce que voilà les couleurs, le côté grandiose, etc. Quand on parle de dupe destination, c'est tout simplement des alternatives. Et ça, les alternatives, ça existe depuis longtemps dans le tourisme, mais on y a mis un peu une étiquette marketing parce que ça fait bien. Mais ça existe quand même depuis plusieurs années. Et là, pourquoi on en reparle, c'est parce qu'il y a aussi toute cette mouvance autour du tourisme durable, et finalement, on a envie de l'inscrire dans non, mais les personnes ne vont pas aussi loin, ils préfèrent aller à côté parce que justement ils veulent avoir un moindre impact sur l'environnement. C'est le cas peut-être. Il n'y a pas de sondage aujourd'hui ou d'études qui existent encore sur le sujet, mais en tout cas on peut voir des nouveaux comportements, on peut voir même, alors je sais qu'on n'est pas censé parler d'influenceurs, mais j'ai quand même envie de donner l'exemple de Bruno Maltor par exemple, qui a totalement fait un switch sur son compte Instagram depuis plusieurs années et qui met totalement en avant justement ce côté alternative et de en fait vous n'avez pas besoin d'aller là-bas, à 500 mètres de chez vous peut-être vous avez l'équivalent, pourquoi voyager aussi loin, et il y a plein de belles choses à voir en France et pas trop loin, quoi. J'avais exactement la même définition, sans l'aspect historique et le parallèle avec les produits de cosmétiques. Ce qui est intéressant en fait dans ces termes-là, c'est effectivement la capacité que l'on peut avoir à regarder autrement les territoires de proximité. Et on pourrait toujours avoir ce regard un peu négatif en disant tiens, on a encore un nouveau terme qui vient caractériser les activités touristiques. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, on a un terme qui permet justement de regarder autrement
Et oui, effectivement, régulièrement, on va avoir comme ça des nouveaux termes marketing qui émergent, mais si c'est la possibilité pour nous de concevoir ou d'apporter un regard nouveau sur des activités touristiques ou simplement de remettre en valeur des pratiques touristiques qui existaient déjà, mais se questionner sur ces pratiques-là, là, je trouve intéressant. J'avais vu un communiqué de presse d'Expedia qui disait que parmi les Français qui auraient réservé un séjour en 2024, près d'un tiers aurait opté pour une destination dupe. Alors, je ne sais pas exactement comment a été fait ce sondage, mais voilà, je trouvais ça intéressant. Je me disais que ça montrait quand même l'ampleur de la tendance. Ce qui est intéressant en fait dans ces résultats, c'est de comprendre comment ce choix il a été fait. Est-ce qu'il a été fait par défaut ? Parce que d'un point de vue économique, on ne pouvait pas aller visiter des destinations lointaines et donc on s'est rapproché d'un territoire local, ou est-ce que ça a été vraiment un choix? Parce que en fait, on est à l'aise avec ce choix d'un territoire de proximité, on est à l'aise avec cette idée de partager du temps avec notre entourage et peu importe la destination, et on est à l'aise avec notre engagement durable. Donc c'est là où c'est intéressant de comprendre la motivation. Est-ce qu'elle est uniquement par défaut? Et là, c'est dommage. Ou est-ce que c'est vraiment un choix qui est assumé parce qu'il est agréable pour le voyageur? Moi, c'est vrai, j'avais une vision plutôt négative en fait du terme initialement. Je me disais que les dupe destinations, c'était un peu le signe, on va dire, d'une société qui va mal. L'inflation, donc on cherche une destination moins chère. Le dérèglement climatique, donc on cherche une destination où il va faire moins chaud en été. Une destination qui va être moins fréquentée quand on va, par exemple, à Paros ou à Milos, au lieu d'aller à Santorin. Donc moi, c'est vrai que j'avais cette vision qui était très très négative du terme. Mais là, vous apportez un peu de positif. Bah, je pense qu'il y a les deux, hein. Je pense, comme disait Cyril, très bien Cyril, voilà, il y a des personnes qui vont pour des mauvaises raisons et d'autres qui vont pour des bonnes raisons. Mais voilà, mais on va voir émerger, je pense, en tout cas, moi j'ai l'impression que ça s'inscrit quand même plus dans le tourisme durable, en tout cas sur une volonté d'avoir un moindre impact et de prendre peut-être moins l'avion. Et il y avait une autre chose à laquelle je pensais aussi. Récemment, j'ai fait un podcast avec une influenceuse qui parlait d'Etretat. Et elle parlait de Bruno Maltor, qu'elle avait eu un petit accro avec Bruno Maltor. Il avait fait une vidéo où il proposait une alternative à Etretat sur TikTok. Et elle avait commenté en disant oui, mais alors maintenant tout le monde va se diriger vers c'est un petit village qui avait sur son territoire des falaises similaires à celles d'Etretat. Et elle disait voilà, le village, le territoire n'est pas fait pour accueillir du tourisme, du moins pour l'instant. Il n'y a pas les infrastructures, rien n'est prêt. Et donc comment on va faire pour s'en sortir avec toute cette affluence que Bruno Maltor pourrait amener. Et donc ils avaient eu ce débat-là que je trouvais assez intéressant parce que j'arrivais pas trop à me situer. Du coup, je voyais ça un peu comme un paradoxe des dupe destinations. Je me disais, on quitte un endroit souvent qui a des difficultés pour aller vers un endroit qui est encore préservé. Est-ce qu'on va pas déplacer les problèmes qu'il peut y avoir sur une destination vers une autre encore préservée? Effectivement, aujourd'hui, à partir du moment où une destination est visible très rapidement, ça peut créer une augmentation de l'affluence touristique. Ça marche avec le cinéma, beaucoup. Ça marche évidemment avec les influenceurs. Et oui, c'est une réalité. Ça fonctionne en réalité avec le territoire que si le territoire est prêt à accueillir des voyageurs. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Néanmoins, sur ces territoires, encore une fois, il faut mesurer cette influence, il faut mesurer cet impact négatif. Il y a encore de la place aujourd'hui pour beaucoup de voyageurs sur beaucoup de territoires différents quand même. Donc de là à avoir la crainte qu'un influenceur vienne ponctuellement valoriser un territoire, bon, je pense que le territoire a pu survivre quand même sans impact trop important sur sa capacité d'accueil, sur son environnement naturel. Et surtout, ce qui est important, c'est la capacité qu'a le territoire à réagir. Bon, si c'est une visibilité qui est récurrente, là, effectivement, il y aura un rôle et une responsabilité du territoire à aménager son territoire pour pouvoir accueillir cette augmentation du nombre de touristes. Mais de là à dire que ça devient la responsabilité d'un influenceur par rapport à sa publication, je trouve que la responsabilité doit quand même être très partagée entre le territoire quand même. Donc
attention à cette diabolisation parfois qu'on peut avoir des influenceurs, même si effectivement leur pratique peut parfois souvent être questionnée aussi. Maintenant, est-ce qu'on va déplacer le problème ailleurs ? Oui et non. Il ne faut pas oublier que les sites d'intérêt majeur, les sites touristiques d'intérêt majeur resteront fréquentés. On ne va pas reprocher à des touristes, par exemple internationaux, en France, d'aller voir le Mont-Saint-Michel, d'aller voir les falaises d'Étretat. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, effectivement, maintenant, il faut qu'on puisse apporter d'autres destinations, notamment pour les repeaters, les touristes qui vont revenir. Et donc là, c'est toujours intéressant d'avoir des acteurs, que ce soit à travers des acteurs institutionnels, des privés ou des influenceurs, qui viennent valoriser d'autres destinations pour essayer de voir autrement la France. Donc, est-ce que finalement, c'est vraiment reporter un problème ? Non, parce que la fréquentation importante de certains sites restera aujourd'hui, mais par contre ça permet de déployer quand même les touristes sur d'autres destinations, sur d'autres territoires. Après, est-ce que c'est un paradoxe ? De toute façon, dans le tourisme et dans l'engagement durable qu'on essaye tous d'avoir, on est rempli de paradoxes. Et on le voit très bien, dès qu'on est en vacances, et ben effectivement, pour beaucoup, les valeurs et les engagements du quotidien disparaissent, que ce soit sur le tri des déchets, sur la consommation d'eau ou même sur les libertés individuelles que certains pays ne respectent pas. Donc en fait, on est de toute façon bourré de paradoxes, il faut apprendre à vivre avec ça, et le fait de dire que c'est un paradoxe, donc c'est un problème, en fait, c'est pas directement un argument. Il faut le questionner, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer dans ce cas-là. On touche finalement un autre sujet qui est la gestion des flux, tout simplement. Et c'est ça le plus important, de savoir justement gérer, comme l'a dit Cyril, une importante arrivée de touristes, et comment on gère ça, quelles sont les infrastructures, quels sont les moyens humains, les moyens financiers mis en œuvre pour gérer tout ça. Et c'est pas, encore une fois, que un sujet réseaux sociaux, ça s'inscrit dans une politique plus large. Finalement, le cœur du sujet, c'est quelle est la politique touristique du territoire, sa gestion des flux, ses infrastructures, etc. Les réseaux sociaux, finalement, c'est un petit aspect... c'est un outil. J'allais le dire, c'est un outil, exactement. Je pense qu'on a fait à peu près le tour là globalement de qu'est-ce que c'était une Job Destinations, replacer un petit peu les réseaux sociaux, leurs impacts nuancés. Donc je vous propose qu'on termine cet épisode avec une partie où on aborde plutôt des solutions, des propositions pour les voyageurs et les professionnels qui écouteraient ce podcast. Je voulais vous demander... ça vient un peu synthétiser tout ce qu'on a dit, mais finalement, quels conseils vous donneriez aux voyageurs et aux professionnels qui nous écoutent pour tirer le meilleur parti des réseaux sociaux, tout en se tournant vers des pratiques touristiques qui se veulent le plus durables possible. Au final, on n'empêchera pas les voyageurs de prendre des photos et de vouloir les partager. Et c'est bon signe, ça veut dire qu'ils ont aimé, comme disait Cyril, l'expérience sur place, qu'il y a des choses jolies à voir, qu'il y a des choses à vivre, et c'est tant mieux. Et c'est ça le tourisme aussi, on veut créer des choses qui nous tiennent à cœur, qui créent des souvenirs. Je pense qu'en tout cas les réseaux sociaux sont un formidable outil, en tout cas, et j'en ai un petit peu parlé, pour faire de la prévention, peut-être, plutôt que de vouloir montrer toujours les mêmes choses, etc. Peut-être en fait juste changer, avoir une communication un peu plus responsable, mettre en avant ça peut être des petits artisans, une manière de vivre, il y a plein de choses à faire, vous l'avez dit, les réseaux sociaux c'est un lieu très créatif, on peut faire plein de choses. Et je pense que là on est en train de vivre justement un switch, une modification en tout cas dans les messages qui sont apportés sur les réseaux sociaux. Au départ, on voulait juste faire la promotion de tout ce qu'on avait à faire voir, et sans réfléchir entre guillemets à quelles seraient les répercussions. Là, voilà, j'ai l'impression qu'il y a plus le côté responsabilité qui rentre en jeu, et j'ai donné l'exemple des Landes, notamment, qui va faire de la prévention l'été, plutôt que de mettre en avant les plages, ou alors des destinations qui adoptent le démarketing, ou en tout cas, il y a une modification dans le message, et je pense que justement, c'est l'occasion, puisque encore une fois, c'est un outil de communication, de faire de la prévention, de changer le message qu'on veut véhiculer. Après, il y a aussi, moi je me souviens aussi d'un exemple assez rigolo cet été, une campagne marketing, alors c'était à la fois sur internet et sur les réseaux sociaux, d'une île finlandaise qui, elle, invitait carrément les voyageurs à laisser de côté leur smartphone pour faire un jeûne numérique.
pourquoi pas, ça peut être aussi rigolo de venir finalement se revoir un peu son image et se dire non mais en fait moi je vais être la destination où justement on vit les choses et à travers ses yeux et non pas à travers un smartphone. Il y a des petites choses comme ça à inventer, enfin à créer en tout cas, à concevoir. Je pense que ça peut être intéressant et du côté touriste en fait c'est du bon sens, je pense. Du bon sens, du respect envers la destination, envers les lieux qu'on visite. Comme le disait Cyril, ça n'a pas de sens non plus d'arrêter de faire de la pub. Il y a forcément des touristes qui viendront toujours visiter la Tour Eiffel, le Mont-Saint-Michel, etc. Et c'est tant mieux. Mais de là à montrer que des images négatives de la Tour Eiffel, etc., est-ce que c'est la bonne chose aussi à faire ? Je ne suis pas sûre. Donc je pense qu'il faut surtout, en tout cas changer la manière de communiquer, peut-être changer les messages. Et ça, j'ai l'impression que c'est en train d'arriver aussi sur les réseaux sociaux. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Effectivement, j'interrogeais un parc national qui me disait, voilà, aujourd'hui, on a des touristes et ce sont des nouveaux touristes, notamment depuis la crise sanitaire. On est sur un espace qui est plutôt montagneux et en fait, on a des touristes qui arrivent en claquettes. Et aujourd'hui, il faut faire avec eux. Et en réalité, c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire que potentiellement, on a des touristes qui n'étaient pas formés à la pratique touristique en montagne, qui viennent sur les lieux et qui veulent découvrir ces nouveaux espaces. Donc, en termes de répartition des touristes, tant mieux, c'est un signe positif. Mais c'est là où les réseaux sociaux, en tant qu'outil, peuvent prendre une place un peu plus importante pour essayer justement de sensibiliser et de former les voyageurs. Parce que former des voyageurs, ce n'est pas uniquement les former sur il ne faut pas jeter un déchet dans l'environnement, c'est aussi les former à des nouvelles pratiques touristiques. Et les nouvelles pratiques touristiques que l'on vend aujourd'hui, que l'on propose, que l'on crée, elles sont pas si simples. La randonnée, c'est pas intuitif. Le cyclotourisme, c'est pas intuitif. Je prends un exemple. Je veux faire un itinéraire sur 3 jours en vélo. Combien de kilomètres je fais par jour ? Quel matériel je dois avoir ? Comment je transporte mon matériel ? Donc, ce sont des éléments qui peuvent paraître évidents pour une partie de la population qui est formée. Pour l'autre, elle ne l'est pas. Et donc, si les réseaux sociaux peuvent, d'une part, créer cet imaginaire, repenser la pratique touristique, et d'autre part, former, sensibiliser à des nouvelles pratiques et donner envie et accompagner ces nouveaux touristes vers de nouvelles pratiques, là, ça devient intéressant et là, ça devient vraiment un outil de communication pour essayer de participer à un tourisme plus durable. Oui, ça peut être par exemple un moyen de mettre en avant le train. C'est ce qu'a fait par exemple la région PACA. Tu parlais du cyclotourisme, Cyril, de mettre en avant des moyens de transport plus durables, de nouvelles pratiques, des nouveaux comportements. Et je vais conclure par une dernière question un peu ouverture, on va dire. Je voulais vous demander si, pour vous, l'avenir du tourisme vous semblait indissociable des réseaux sociaux, et si finalement, est-ce que aujourd'hui on voit, mais vous en avez un peu parlé Julia tout à l'heure, qu'il y ait une tendance vers un retour à des expériences de voyage plus entre guillemets authentiques et donc moins influencées par les réseaux sociaux, une sorte un peu de tendance détox où on arrête d'utiliser les réseaux sociaux. En fait, cette question est un peu liée de est-ce qu'on arrête de faire la promotion d'une destination finalement. C'est lié finalement parce que les réseaux sociaux encore une fois ne sont qu'un outil de promotion d'une destination. Je pense pas que ce soit indissociable et on l'a dit, c'est ce qu'on vient de dire, il y a des bons messages à faire passer encore une fois, des bonnes pratiques à encourager. Je pense vraiment pas que ce soit que les réseaux sociaux soient négatifs, ça dépend comment on l'utilise, encore une fois c'est un outil. Encore une fois aussi, les touristes aiment prendre des photos, aiment partager avec leur famille, etc. C'est quelque chose que je pense qu'on supprimera pas en tout cas. Ça va pas, en tout cas selon moi, ça va pas. L'utilisation des réseaux sociaux ne va pas diminuer avec le temps. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis plutôt d'accord, donc tout à fait d'accord sur le fait que déjà c'est un outil de promotion pour la destination. Par contre, on peut questionner les réseaux sociaux pendant l'expérience du voyageur. Si elle permet au voyageur de s'approprier son expérience pour la partager, c'est plutôt positif et libre au voyageur de l'utiliser. Par contre, il y a quand même des limites qui peuvent émerger lorsque l'on crée une frustration auprès d'autres franges de la population parce qu'elles ne peuvent pas voyager.
là ça devient plus problématique. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est réellement mesuré? Est-ce qu'on a vraiment des données qui nous permettent de dire qu'il y a une frustration qui est créée lorsqu'on voit l'excès sur les réseaux sociaux? C'est encore difficile à dire, mais en tout cas si cette limite-là a été identifiée, sans doute il faudrait la questionner. Est-ce que vous avez un mot de la fin au livre? On termine toujours le podcast comme ça. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez, faire passer un message, parler d'un sujet dont on n'aurait pas forcément abordé ou que vous aimeriez approfondir. Voilà, c'est votre moment de liberté. Non, moi ce que j'avais envie de dire, c'est que finalement, dans le partage, dans le fait de partager, il y a aussi le risque de perdre, entre guillemets, puisque forcément il y a le faire savoir. Donc il faut pas en tout cas se dire restons entre nous dans notre petit village et ne pas le faire connaître pour pas voir des hordes de touristes nous envahir ou des choses comme ça. Le tourisme c'est aussi une manière aussi de rencontrer des gens, de vivre des choses, etc. Et tant mieux s'il se développe. Par contre il y a toute la gestion des flux derrière et des comportements qui laissent à désirer de la part des touristes, qui là, oui, clairement, il y a une éducation à faire, mais je pense pas que ce soit une mauvaise chose, en tout cas que les réseaux sociaux permettent le développement du tourisme. Et sur cette question des réseaux sociaux, je dois dire que, on va dire, les premières années où j'étudiais le tourisme, j'avais plutôt une image négative des réseaux sociaux parce que je voyais que l'excès sur les destinations, l'excès des comportements, la frustration que ça pouvait créer. Et ce que je trouve inspirant depuis quelques années, c'est qu'on voit que les acteurs aujourd'hui le travaillent différemment. Ils ont vraiment questionné le sens de l'outil, ils ont vraiment questionné la place de l'humain dans tout cet environnement-là. Et on voit bien que ces pratiques, ces initiatives qu'ils mettent en place sont de plus en plus inspirantes, où on vient vraiment essayer de valoriser un territoire, on vient vraiment essayer d'inspirer différemment. Donc je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai plutôt un regard positif en tout cas autour de l'évolution des réseaux sociaux par les acteurs du tourisme, parce qu'évidemment il y a une montée en compétences et parce qu'évidemment il y a des engagements aussi qui sont maintenant exprimés de manière bien plus importante. Donc affaire à suivre effectivement sur les prochaines années. Et peut-être en ouverture on peut en tout cas souhaiter que ça n'arrive pas, mais c'est vrai qu'on a vu aussi ces derniers mois avec ChatGPT, avec l'IA générative, l'arrivée d'influenceurs virtuels sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être entendu parler de Anne Kerdy, cette influenceuse bretonne, qui vient faire la promotion de la Bretagne alors que cette personne n'existe pas. Voilà. Et typiquement, ça a fait un tollé dans le secteur, parce qu'on s'est dit, mince, si finalement on laisse la promotion d'une destination dans les mains d'une IA, où est-ce qu'on va ? Et c'est là, et on voit que ça a été vu comme négatif, et en effet il y a peut-être un questionnement à se faire là-dedans, quelle place on peut laisser à l'IA dans la promotion d'une destination. Mais comme le dit Cyril, j'ai pas l'impression que ce soit vers la destination justement où on veut aller, où on va laisser la promotion d'une destination dans les mains d'une IA, et on verra ce qu'elle propose, et quitte à même inventer des visuels, etc. Je pense qu'on n'y est vraiment pas, et voilà, que c'est une affaire, comme disait Cyril très bien, une affaire d'humain, une affaire de partage, une affaire de passionnés en fait, qui veulent mettre en valeur un territoire, et ça se ressent beaucoup sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression. Merci. Oui, l'IA c'est totalement un sujet qui pourrait faire l'objet d'un podcast entier, d'ailleurs c'est dans ma liste de sujets, donc je pense que ça viendra un jour. Il y a pas mal de choses à dire, donc merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler des réseaux sociaux. Donc où est-ce qu'on peut vous retrouver si jamais les auditeurs veulent voir ce que vous avez, ce que vous écrivez, etc. Pour moi c'est assez simple. Tom.travel, le média dédié à l'innovation dans le tourisme. Plein d'articles tous les jours, donc plein d'articles à découvrir, notamment sur ce sujet des dupes destinations ou de la promotion des destinations d'une manière générale. Et moi je conseillerais de nouveau Tom Travel, donc j'aurais pas d'autres sujets pour pouvoir suivre directement mes écrits, si ce n'est proposer aux lecteurs de suivre le média. Et sinon, achetez le dictionnaire tourisme et numérique, que l'on a coécrit tous les deux, et qui est une source d'informations vraiment très grande, et où on peut apprendre plein de choses en tout cas, et avec en plus une petite notion geek qu'on aime bien, qui nous ressemble bien. Donc je vous conseille vivement cette lecture. Parfait pour les étudiants, les professionnels, exactement. Voyageurs. Exactement. Parfait, tout sera en description. Donc voilà, merci encore, et puis à bientôt. Merci Alice. Merci. C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes restés jusqu'au bout. Alors merci.
Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.